J'espère que ça donnera envie à tout le monde d'apprécier un peu plus ce métier, de le connaître un petit peu mieux. Et puis pourquoi pas d'en être, parce que le monde de la sommellerie, c'est au final une très grande famille. C'est l'heure de La Goutte Podcast. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de La Goutte, le podcast qui s'adresse à tous les amoureux du vin. Ce soir, on va s'intéresser à un métier passionnant qui est parfois mal compris ou en tout cas, on a un peu perdu la définition exacte de ce métier qu'on va essayer de redécouvrir avec Yana Delière. Bonsoir Yana. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à l'invitation de La Goutte. Merci pour l'invitation. Tu as plein de casquettes, mais tu es avant tout sommelière. Tu es présidente des sommeliers de Suisse romande. Tu es également écrivaine. Oui, auteur, oui. Et tu es formatrice. Exact. En vin. Ouais. Bref, tu as plein de casquettes. Donc, on va découvrir un peu toutes ces casquettes avec toi. Mais justement, avant de commencer, j'aimerais que tu nous présentes le métier de sommelier. Oui, c'est vrai que c'est, comme tu le disais en introduction, des fois un peu difficile de le définir. Moi, j'ai une image, je pense, qui est assez claire, parce qu'on m'a posé déjà plein de fois la question. C'est dans un restaurant, quand on va manger au restaurant, on a tout ce qui est nourriture qui est préparé par le chef de cuisine. Et ben, le sommelier, c'est un peu le pendant pour les boissons en salle. Donc, il va être responsable de tout ce qui va être accompagnement liquide, qui va accompagner les repas. Donc, on a le vin. C'est clair que dans notre culture, surtout, c'est un pan extrêmement important de la gastronomie. Mais on a aussi toutes les autres boissons qui gravitent dans ce métier. Voilà, je pense au cidre, je pense au saké, je pense aussi aux boissons chaudes, les cafés, les thés. Donc ça fait partie aussi de l'univers des sommeliers aujourd'hui qui sont aussi à connaître, à découvrir. C'est ça que les gens ne savent pas vraiment, je pense, le café, où on ne sait pas vraiment qu'un sommelier s'y connaît. En fait, c'est son métier. Oui, ça fait partie, en tout cas, Ouais. des attentes qu'on peut avoir d'un sommelier de connaître ces boissons. Je mets un petit peu de retenue parce qu'il y a beaucoup de sommeliers qui restent encore très axés sur le vin. Mais petit à petit, on voit apparaître sur les cartes des vins, en parallèle, d'autres boissons. Je pense aussi à la bière, que je n'ai pas mentionné, mais voilà, on a aussi toutes ces boissons qui peuvent trouver leur place dans la gastronomie et dont le sommelier peut être amené à connaître et à vendre du coup à ses clients. Donc ça, c'est peut-être une grande partie du métier de sommelier. Après, il peut y avoir d'autres choses. C'est ça, il ne travaille pas forcément en restaurant, un sommelier peut être ailleurs. Exact, oui. On a aujourd'hui une sommellerie qui est un petit peu différente de celle qu'il pouvait y avoir il y a une quinzaine d'années, et même je dirais une dizaine d'années. On a un sommelier, aujourd'hui, c'est la personne qui va vendre le vin, qui va être capable de le conseiller aussi auprès des clients. Donc la clientèle, on la retrouve aussi dans les magasins, chez les cavistes. Donc un sommelier va aussi avoir sa place clairement dans ce domaine-là. Et puis aujourd'hui, on voit des gens qui ont des diplômes de sommellerie, qui vont aussi exercer dans le journalisme. Des journalistes un peu spécialisés, des magazines, des revues spécifiques sur le vin ou sur d'autres boissons encore, où là aussi le papier de sommellerie peut apporter vraiment une plus-value. Et alors les sommeliers, ce sont des gens qui ont un don particulier ou ça s'apprend tout ça? Comment on fait pour développer son nez, son palais, pour s'y connaître aussi bien? Je suppose qu'il y a aussi beaucoup d'apprentissage. Oui. C'est pas vraiment des dons, c'est surtout du travail. Derrière tout ça, il y a énormément de travail, d'entretien. On entretient l'olfactif pendant toute sa vie, finalement. On a une capacité d'emmagasiner les arômes sur notre vie qui va durer de 0 à 15 ans. Pas de chance, c'est pas une période où on va boire vraiment du vin. Ouais, Donc, c'est une période où on va avoir, par contre, des souvenirs olfactifs. C'est des souvenirs qui sont très prenants pour nous. Des fruits, des odeurs d'endroits qu'on a visités, des fleurs, des choses qui peuvent nous marquer vraiment. Et par contre, après, passé 15 ans, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre des nouveaux arômes. Donc, il faut vraiment forcer le cerveau à enregistrer. Mais si on s'entraîne régulièrement, il y a des exercices à faire pour pouvoir pousser le cerveau à enregistrer de nouveaux arômes et puis après, à les retrouver dans le vin, ça c'est encore une autre étape. Mais est-ce qu'il y a des petits exercices, par exemple, qu'on peut faire chez soi? Déjà, au quotidien, se rendre attentif aux odeurs qu'on a dans notre environnement, c'est déjà quelque chose assez simple à faire. On n'a pas forcément le réflexe aujourd'hui, mais dès qu'on mange quelque chose, sentir l'odeur de ce qu'on va manger avant de le manger. Quand on est dans un environnement, je sais pas, dans la forêt, en hiver ou même en automne, on a les feuilles mortes, on a des odeurs différentes, les champignons, etc. Quand on met l'odeur dans un contexte, on va plus facilement la retenir. Donc, être attentif déjà, c'est un très bon exercice.
Et puis après, si on veut vraiment enregistrer un arôme particulier, c'est le dire à haute voix quand on le sent. Ça paraît peut-être un peu bête comme ça, mais on sent des roses, on se dit ok, ça c'est la rose, ça c'est la rose. Et le fait de le dire, ça va créer des automatismes dans le cerveau, puis après ça va devenir plus... Au début, ça va être un peu périlleux, puis après ça va devenir plus simple, plus fluide. Et puis le jour où on a un vin qui va sentir des odeurs de rose, on va dire ah ouais, c'est ça. Il y a de la rose. Ouais, il y a de la rose. Mais quand on n'y connaît rien, c'est très dur de comprendre ce que nous dit le sommelier. L'idée, c'est aussi de s'adapter aux clients. On Bien va sûr. avoir pas le même dialogue, le même discours face aux différents clients qu'on peut croiser. Mais c'est vrai, quand on a des descriptifs un peu fournis d'un sommelier, ça peut paraître impressionnant, mais finalement, le but, c'est surtout de transmettre les sensations. Et je pense que le travail de sommelier, il y a une bonne part de transmission, finalement, verbaliser en fait les ressentis. C'est vraiment le rôle du sommelier dans ce contexte-là, c'est de mettre le client à l'aise, en fait, de le mettre dans les conditions optimales pour apprécier le vin et pour que voilà, ça devienne un moment encore plus fort, plus exceptionnel. On fait l'exercice du coup. Allez. Tu as été adorable, tu as apporté, merci beaucoup, une bouteille de rouge, un vin valaisan. Je te laisse du coup nous le présenter. Ça marche. On va se servir. On est sur une Imagne rouge. D'accord. C'est un cépage valaisan autochtone. Alors j'ai amené un vin suisse déjà, parce que les vins suisses ont eu beaucoup d'importance pour moi dans le monde du vin. Enfin, c'est les vins suisses qui m'ont ouvert un peu la porte au métier de sommelier. Et puis j'en ai fait un livre, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et qui me parle toujours pendant longtemps. Et puis j'ai choisi ce domaine, le domaine de la cave Callot. C'est déjà une belle rencontre. Sandrine, ça a été une très belle rencontre. C'est quelqu'un d'assez incroyable. Déjà, c'est une femme. Vigneronne. Vigneronne, il n'y en a pas énormément, mais voilà, il y en a et qui font aussi des très jolis vins. Il y a un côté très humain chez elle, très maternant. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment très accueillant. Voilà, j'ai été assez touchée par l'accueil qu'elle m'a fait. Et puis aussi très touchée par le vin. J'avais une image de l'Umagne qui était peut-être un peu faussée finalement. Et quand je l'ai découvert avec elle, je l'ai redécouvert finalement. J'ai trouvé une autre facette de l'Umagne rouge. Ça m'a remis un petit peu en question la dégustation et l'approche des vins, et en me disant faut pas s'arrêter sur une idée fixe, il faut toujours continuer à se remettre en question. C'est tout le charme aussi de ton métier. Apprends-nous à déguster correctement. Je sais que tu as fait ça aujourd'hui certainement un long moment. Alors, déjà, il y a plusieurs approches. Soit on a une dégustation qui va être plutôt technique. Alors, il y a les œnologues, les sommeliers, c'est déjà deux mondes différents. On ne va pas avoir la même approche. Puis, il y a la dégustation hédoniste. Si on est dans l'hédonisme, le but, c'est de prendre du plaisir. C'est pas de se prendre la tête. Est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Bien sûr. On se détend. D'accord, on se détend, on profite. On profite. Après, si on veut vraiment profiter à fond du vin, on peut l'observer déjà, ça peut nous donner des informations, ça peut déjà nous parler. Et puis ensuite, c'est le nez. On va des fois un peu trop vite vers la bouche, mais le nez peut nous donner beaucoup d'éléments aussi. Là, on est sur des beaux verres assez grands, évasés. On devrait avoir un nez aussi assez ouvert, assez expressif. Mais tu vois, moi, je suis pas assez encore, mon nez n'est pas encore assez éduqué, on va dire, ou en tout cas, il faudrait que je le développe un peu plus pour être capable, en sentant, de dire ce que je sens exactement. C'est le plus dur, retrouver les arômes. On a tous eu ça, d'avoir une odeur où on se dit je sais ce que c'est, mais j'arrive pas à mettre de nom dessus. Pour pallier un peu ça, on peut y aller par la méthode entonnoir, se dire ok, est-ce que c'est quelque chose de fruité? Est-ce que c'est quelque chose de floral? Est-ce que ça me rappelle peut-être un endroit, un moment, un vécu? Est-ce que ça me replonge comme ça dans un univers? Et puis après, essayer d'aller dans le détail. Ok, les fruits, est-ce qu'on est plutôt sur des fruits rouges, des fruits blancs, des fruits jaunes? Et petit à petit, aller vers ce qu'on connaît, parce qu'on ne peut pas reconnaître quelque chose qu'on n'a jamais dégusté. Ça, c'est évident. Donc voilà, essayer de voir qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce que ça peut nous rappeler. Il faut oser dire spontanément, finalement. Complètement. Oui. C'est vrai qu'on est timide quand on n'est pas spécialiste, on a peur d'être ridicule. Toujours, dans tous les domaines. Moi, on me mettrait dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Pareil, j'oserais pas m'exprimer. Mais le monde du vin et la dégustation en particulier, c'est tellement subjectif qu'on ne peut pas dire à quelqu'un non, c'est pas vrai, tu ne sens pas ça n'existe pas. Si quelqu'un a un ressenti, c'est qu'il a un ressenti, c'est que ça existe. C'est un vin que toi, tu as découvert pendant toute ton escapade suisse. Oui. En fait, en 2017, tu avais créé le journal du sommelier, c'est ça? Et donc, là, c'était pas encore le livre. Oui.
On était sur un projet très différent. C'était l'idée avec l'association des sommeliers de créer une petite revue. Et fait des articles sur les restaurateurs de la région, il y avait plein de choses différentes. Et puis à chaque fois, je me suis arrêtée sur un dossier, sur une thématique que j'ai un petit peu plus approfondie. Alors je suis partie dans d'autres choses. J'ai fait un dossier sur la chartreuse, une boisson que j'aime beaucoup aussi. Il y a eu un dossier sur les sakés, mais voilà, c'est resté des choses un petit peu simple, c'est moi qui faisais la mise en page, enfin, c'est des choses vraiment fait maison, sans grande prétention. Le premier livre, je suis allée sur une thématique différente. Je suis sortie un peu du vin. J'avais besoin aussi, je pense, d'aller faire un pas de côté, de voir un peu une autre boisson. Et puis je cherchais, je savais pas trop sur quoi aller. Et j'ai fait un repas dans un restaurant où c'est un ami sommelier qui a fait la sélection des vins. Il avait carte blanche, j'avais dit tu me fais à l'aveugle. Et fin de repas, il nous a servi ce que j'ai appris après être un poiré. Un poiré de la cidrerie du Vulcain, donc, qui était à l'époque à Fribourg. Et j'ai été scotchée par cette boisson. Vraiment, je me suis dit, waouh, la qualité entre la bulle, les amers, les tanins, la structure, enfin vraiment tout. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Je suis rentrée, je me rappelle, il était 2h du matin, j'étais sur Internet. J'ai trouvé des infos sur le monde du cidre et je ne trouvais pas grand-chose, ou des sites Internet qui faisaient des copier, des coller des uns des autres. On lit partout les mêmes choses finalement. Voilà, c'est ça, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et puis je voyais qu'il y avait quand même quelque chose qui commençait quelques journalistes qui commençaient à s'intéresser, des articles peut-être un petit peu plus précis ou un point de vue international un peu différent, peut-être plus poussé que ce qu'on peut retrouver en France ou en tout cas en milieu francophone. Ouais. Et du coup, j'ai pas dormi beaucoup cette nuit-là. Et je me suis dit, c'est bon, je vais faire mon livre sur le cidre et les poirées. C'est génial. Je suis partie comme ça. Quelle a été la plus grosse découverte sur le cidre? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose pour le commun des mortels où en fait, on ne connaît pas grand-chose sur le cidre. Oui, c'est vrai. C'est une boisson qui est encore très méconnue, très dévalorisée par rapport à la qualité vraiment qu'elle peut donner. Ce qui m'a le plus surpris, c'est peut-être les vins de pommes, où là, on n'est pas sur des cidres effervescents comme on peut avoir l'image des cidres de Bretagne ou de Normandie. On sort vraiment de ce milieu-là et on va sur des cidres qui ont terminé leur fermentation, donc qui n'ont plus de bulles, qui sont secs et qui vont vraiment avoir un parallèle avec le vin qui est beaucoup plus fort, quelque chose de très vineux. Et ça, ça m'a bluffé. Et ça, c'est quelque chose, une boisson qu'on boit avec quoi, justement? Avec un repas, ça peut aller ou... Bien sûr. Oui, c'est comme le vin. On a autant de potentiel d'accord que dans le monde du vin. Je dirais même plus parce qu'il y a une dimension supplémentaire dans le sens où on va avoir des boissons avec à la fois de la bulle et en même temps de la structure astringente tannique. On va aussi avoir des goûts qui peuvent être beaucoup plus marqués. Les acides vont être beaucoup plus acides, les amers peuvent être beaucoup plus amers. Donc on va un peu plus dans les extrêmes que sur le vin, et ce qui ouvre des possibilités qu'on n'a pas forcément avec le monde du vin. Tu as mené l'enquête pour le cidre, tu l'as fait pour le vin suisse. Tu as rencontré combien de personnes en tout? Je n'ai pas fait le compte, je ne sais pas. Des centaines? Des centaines peut-être pas, mais en tout cas probablement une centaine. Oui. Une centaine, Oui, je dirais. C'est énorme. Comme ça, entre des vignerons, des sommeliers. Tout le monde t'a accueilli? Aussi, des mixologues. Tout le monde m'a accueilli presque. J'ai eu des accueils tellement chaleureux que les on oublie le reste. Voilà, c'est pas grave, tant pis pour eux. Justement, c'est quoi la relation des sommeliers avec les vignerons? Est-ce qu'il y a un peu une crainte, je sais pas, du vigneron par rapport au sommelier ou pas du tout? Est-ce qu'il y a il y a parfois une incompréhension ou pas du tout? Alors, ça dépend. Ça dépend des personnes déjà, et des personnes avec qui ça colle tout de suite. Il y a des sommeliers, des vignerons qui sont très amis, vraiment très proches. Ça devient des parrains ou marraines d'enfants. Enfin, voilà, il y a des relations très fortes qui peuvent se créer. Et puis, des fois, ça reste très commercial, on va dire. D'ailleurs, le journal du sommelier, où est-ce qu'on peut l'acheter? Sur mon site. Surtout sur ton site. Distribué en Suisse chez Payot, en Suisse romande. Mais c'est une auto-édition, donc on n'a pas un réseau de diffusion qui est très important. Et par exemple, si on est en France et qu'on veut découvrir ton bouquin, on peut le commander sur ton site? Oui, je l'envoie partout. Partout? Oui. Il y a des traductions maintenant. On a la version sur les vins suisses qui est traduite en allemand. Et puis celle sur le site qui est traduite en anglais. Qu'est-ce que tu as découvert en Suisse alémanique? Est-ce que tu as découvert déjà un ou des vins incroyables qui t'ont marqué? Oui, il y a eu des choses vraiment belles. Ça a été plutôt des rencontres, je dirais, avec des personnes. Ça a été plus là, les waouh. Il y a un domaine en Argovie, à Soxon. On avait rendez-vous, c'était un jour férié, un dimanche jour férié, je ne sais plus quand c'était. Et j'arrive à la cave, il n'est pas là. J'étais venue spécialement pour le voir. Et puis j'attends, pas de nouvelles. C'est à peu près la période en ce moment, au moment de la taille, en hiver. Donc un peu
un peu froid dehors. Je me dis, bon, je vais me balader dans les vignes, tant pis, on verra s'il me rappelle, on se contactera plus tard. Puis je me promène, puis d'un coup, j'entends un bruit de sécateur, les sécateurs électriques dans les vignes. Et c'est des vignes qui sont assez en pente, ça m'a vraiment impressionnée en Suisse alémanique. On peut avoir une image de vigne plutôt de plaine, mais pas du tout. C'est des vignes vraiment par endroits qui sont en pente. C'est même les vignes les plus pentues que j'ai vues. C'est en Suisse alémanique, je m'accrochais au cep pour. Ah oui, carrément. Ah ouais, non, c'était vraiment pour pas tomber. Et en fait, le bruit du sécateur électrique, c'était le vigneron en question qui était en train de tailler ses vignes. Donc, et il avait oublié il était dans son truc, voilà. Et je suis tombée sur lui dans les vignes. Et du coup, voilà, on a passé en fait la journée ensemble. Ça a été un très beau moment. Et j'ai découvert pas mal de choses sur son approche assez nouvelle. C'est une personne qui vient d'Islande, donc, avec une culture très différente. Pas forcément baignée dans la culture du vin à l'origine, mais voilà, des approches et des réflexions qui sont un peu en dehors de ce qu'on peut entendre. Ça a été une belle rencontre. Dans les belles rencontres, il y a eu aussi avec Marie-Thérèse Chapa. C'est un grand nom, voilà, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement accueillante, très généreuse. J'ai passé pareil une journée incroyable avec elle. Elle m'a emmenée à droite à gauche dans ce qu'elle avait à faire dans sa journée. C'est quelqu'un qui est toujours à droite à gauche, à faire plein de choses. Donc pareil, j'étais avec le plaisir de partager la passion. Exactement, en fait. Complètement. Ouais, c'était vraiment dans cette dimension-là. De rencontrer autant de gens. C'est génial, je pense que ça te sert aussi en tant que présidente. Complètement, oui. Le réseau, en fait, entre les sommeliers et les vignerons suisses, il y a vraiment un travail de communication à construire, à faire évoluer. On y travaille, mais il y a vraiment encore un potentiel très fort d'amener les sommeliers dans les vignes. Sommellerie, c'est un métier qui demande de faire énormément d'heures. Quand les sommeliers partent à la rencontre des vignerons, souvent c'est sur leur jour de congé. Donc ça demande vraiment de l'investissement en temps, en énergie. Et ton rôle en tant que présidente donc des sommeliers de Suisse romande, de cette association, il consiste à quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de réunir un maximum les sommeliers? L'objectif premier de l'association des sommeliers, c'est de faire déjà la promotion du métier de sommelier, de le faire connaître. D'en parler, que ce soit d'un point de vue recrutement professionnel, mais aussi d'un point de vue consommateur, de faire connaître ce métier auprès des amateurs de vin. Donc il y a déjà cet objectif-là. Ça, on le remplit à travers les formations qu'on donne pour les futurs sommeliers, donc des formations qui vont être vraiment dans l'introduction, qui sont ouvertes à tous. C'est le but On peut tous venir faire ça. On peut tous venir faire cette formation. Alors c'est un investissement de temps, c'est un jour par semaine, il y a 17 jours en tout à consacrer au vin, à la sommellerie plus largement. On a des intervenants externes aussi, notamment pour les autres boissons. Je fais venir des spécialistes, soit sur les eaux de vie, les bières, les thés, les cafés, etc. L'idée, c'est vraiment que ce soit ouvert à tous. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amateurs qui viennent comme ça pour le plaisir de mieux connaître et puis de pouvoir mieux déguster, mieux apprécier, gérer mieux leur cave personnelle. Et puis des fois, on plante des graines et puis quelques années après, on voit que non, il a complètement switché de travail, il a quitté son boulot, il a monté une cave, la banque, mais non mais c'est ça vraiment. C'est génial. Et il a monté sa cave et il fait totalement autre chose. Et puis bien sûr, j'ai des professionnels, des gens qui sont dans le métier de la restauration, qui veulent évoluer vers le métier de sommelier. J'ai des futurs gérants d'établissement aussi, ou déjà gérants qui veulent en savoir un peu plus et un peu plus performants sur ce sujet, qui est un point économique aussi très important dans le métier dans la restauration. On l'oublie souvent, mais c'est l'économie, la bonne santé d'un établissement, d'un restaurant repose beaucoup sur la vente des boissons, donc sur les épaules du sommelier. Et c'est aussi un aspect du métier qu'on oublie, mais qui est très important. Parce que le sommelier, par exemple, il a un budget donné par son patron pour constituer une cave. Oui, c'est directement des budgets de l'investissement pur. On doit acheter les vins, les garder avant de les vendre ou pas, ou de les vendre directement, mais il y a toujours un moment de stockage qui peut être plus ou moins long, plus ou moins important, donc une trésorerie qui est en attente en fait. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'immobiliser de l'argent. Donc, il faut vraiment que le sommelier soit performant pour aussi pas que ses bouteilles soient perdues. Bien sûr. Donc, quand il achète des vins, il faut vraiment qu'il les achète dans le but de les vendre. Donc, il doit déjà savoir que ça va être vendu d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui peut expliquer qu'on retrouve souvent les mêmes vins. Peut-être que les gens ne prennent pas trop de risques. Pour un rosé, on retrouvera souvent un Provence. Oui, il y a des valeurs sûres, des choses que la cliente... en fait, il faut connaître sa clientèle. En tant que sommelier, il faut aussi avoir la casquette du profiler. Du sociologue. En quelques secondes, on doit tout de suite capter l'ambiance, pourquoi les gens sont là, c'est festif, c'est pas festif. Est-ce que le vin, c'est important ou pas? Est-ce que le client est plutôt dans des références classiques ou est-ce qu'il veut être surpris? Et
la même personne peut pas avoir les mêmes, ne va pas avoir les mêmes attentes selon le moment où il vient au restaurant. Donc, il faut vraiment s'adapter en permanence à la personne qu'on a en face de soi. Avoir aussi quelques vins comme ça, un peu surprise, ça peut être intéressant pour le sommelier pour créer aussi un lien avec sa clientèle. Bien sûr. Mais il faut un juste équilibre. Il ne faut pas acheter les vins en se disant j'aime ça. C'est plutôt on achète parce que la clientèle va aimer ça. À propos de vin et de sommelier, tu es en pleine préparation d'un concours. Il va y avoir le meilleur sommelier de Suisse et ça va être début avril. Exact, oui. Raconte-moi un peu, parce que tu t'ennuyais, donc tu te dis, je me rajoute encore un petit… Je me dis, si je me rajoutais pas quelque chose, qu'est-ce que je fais la nuit? C'est quelque chose de très humain. Les concours, surtout en Suisse, en tout cas ce que j'ai pu vivre en Suisse, moi j'ai fait ma formation, celle que je donne maintenant, je l'ai faite en 2014. Je suis sortie de cette formation, ça m'a passionnée vraiment, je suis sortie majeure de promo et ma prof à l'époque m'a dit, si t'es majeure de promo, il y a le concours bientôt, il faut que tu t'inscrives, il faut que tu viennes, ça va être bien. Génial. Je dis ok, pourquoi pas, je me sens pas du tout légitime. Elle me dit mais tu verras, c'est une bonne expérience, ça va être sympa. Bon, ok, j'y vais. Bon, c'était une catastrophe, je me suis totalement… Ah bon le stress le stress, puis le niveau était stratosphérique. Ah bon par rapport au niveau que j'avais. C'est quoi, des tests à l'aveugle, des choses comme ça? Oui, il y a des épreuves écrites déjà, de connaissances. C'était beaucoup sur les vins suisses que je connaissais très mal à l'époque. Il y avait des dégustations à l'aveugle de vin. C'est super dur ça. Oui, même en étant une professionnelle. Oui, alors oui, dégustation à l'aveugle, même quand on pratique, c'est très difficile. Vraiment. Moi, chapeau bas à ceux qui sont forts en dégustation, qui peuvent en quelques secondes capter le vin et trouver ce que c'est. Pour être honnête, moi j'ai été tellement mauvaise que j'ai parlé d'un blanc alors que c'était un rouge. Je ne l'ai pas. Non mais alors dans les verres noirs, on peut vraiment se planter. Ah ouais, c'est impressionnant. Même les meilleurs, oui. Il suffit de bien choisir le vin un peu piégeux. On peut vite se tromper. Oui. Et puis après, il y a des épreuves pratiques. Là, c'est le stress, c'est terrible. Déjà, c'est filmé, vous avez les meilleurs sommeliers du monde de Suisse qui sont là, qui vous regardent. Il n'y a pas un bruit, vous avez 1 minute 30 pour faire votre épreuve. Vous dites, une pression énorme, quoi. Donc, il y a un côté, côté stressant et challenge qui est très, très fort. Que j'ai pu vivre du coup en tant que candidat il y a un certain temps. Ok, donc tu connais bien l'expérience. Je connais bien, en tout cas je l'ai vécu une fois et je pense que c'est important aujourd'hui dans la construction du concours de l'avoir vécu de ce point de vue-là. Je l'ai vécu après plus tard d'un point de vue jury, donc ça a été aussi important de voir cet aspect-là. Et puis là, je suis plutôt du côté organisation. Donc, je vois encore une autre facette du concours, mais je trouve ça passionnant. Les concours, déjà, je les suis, que ce soit les concours nationaux ou internationaux. Ils sont toujours diffusés en ligne, donc on peut les regarder, des fois en direct. Je me rappelle, il y avait eu le concours meilleur sommelier d'Amérique du Sud. Ça se diffusait, donc c'était en direct, donc c'était en plein milieu de la nuit. J'avais mis mon réveil à 2 h du matin pour regarder la finale en direct. Enfin, voilà, je suis un petit peu une geek. Ça fait depuis les années 80 qu'il y a cette compétition en Suisse, tous les 2 ans. Et cette année, on a décidé d'inviter un peu plus le public à intégrer ce concours. Pendant longtemps, ça a été quelque chose d'un petit peu entre soi. Ça a été beaucoup les professionnels qui étaient témoins publics du concours. Là, le challenge, ça va être pour cette année de l'ouvrir au public et de faire en sorte que la finale, elle soit compréhensible, qu'elle soit attractive pour le public, vivante. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un travail qu'on est en train on essaye de mettre en place pour rendre cette journée vraiment importante pour le public, plus que ça ne l'a été jusque-là. Et c'est payant l'entrée pour le public? Non, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Ok. Toute la journée est gratuite. On a plusieurs moments dans la journée. Le matin, on fait une table ronde sur les vins suisses, sur la thématique du futur des vins suisses. Donc, on a 4 grands acteurs du monde du vin qui vont être présents. Il y aura un scientifique de Changin, on va avoir un sommelier, meilleur sommelier du monde, Marc Almert, qui exerce à Zurich. On va avoir la mémoire des vins suisses qui va être présente aussi, et puis à travers un vigneron. Et puis un représentant de Swiss Wine va être aussi présent pour expliquer ce qu'ils font, les démarches qu'ils ont pour développer le vin suisse en Suisse et à l'international. On va avoir une quinzaine de vignerons de toute la Suisse qui seront là pour faire déguster des cuvées. Et puis ensuite, on aura la grande finale l'après-midi. Fin de journée, il y aura le meilleur sommelier de Suisse. Oui, 18h30, 19h, tout dépend comment la journée se passe. On va nommer le meilleur sommelier suisse 2025. Et ça va se passer où exactement? Ça se passe à Changin, à l'école de Changin, à Nyon, donc entre Lausanne et Genève. Et on va finir cette belle journée par un cocktail. Voilà. Bien mérité. Bien mérité, oui. Alors, je voulais faire un petit truc avec toi. Pour le coup, là, je prends les fiches. Un petit jeu sur les idées reçues. Ce que j'aimerais, c'est que tu me dises si c'est vrai ou faux. Mais avant, je voudrais te demander si, justement, toi, il y a une idée reçue sur le métier de sommelier, de sommelière, qui t'insupporte. Il y a une image parfois que les sommeliers peuvent avoir un
un peu hautaine peut-être. On a des fois l'impression qu'on est prise de haut. Alors je sais pas si c'est une idée reçue, en tout cas c'est une image qui colle à la profession, qui m'agace parce qu'il y a beaucoup de sommeliers qui sont d'une humilité mais impressionnante. Mais des fois ça m'énerve tellement ils sont humbles. Je dis mais t'es meilleur sommelier du monde, tu devrais quand même avoir... Bien sûr. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose dans ce métier où on se remet tout le temps en question et il y a vraiment beaucoup d'humilité. Et parfois, l'image qu'on a, c'est de gens qui ont des connaissances absolues et qui savent tout sur tout. C'est aussi parfois la position, parce que c'est vrai que quand on est dans un restaurant, un grand restaurant, qu'on doit présenter des vins, bon, c'est sûr qu'on les présente très très bien, on les connaît très très bien et que pour les gens, ça peut être impressionnant. On est dans leur milieu d'expertise, donc on peut se sentir en tant que client lambda, pas avec des connaissances, un bagage en sommellerie, en connaissances en vin fort, on peut se sentir un peu dévalué. C'est ça. Mais les bons sommeliers, ils ne vont pas vous le faire ressentir. Bien sûr. Ça, c'est ce que je pense. Les connaissances vraiment techniques du vin, elles vont être très utiles pour le sommelier dans les achats. Ça, c'est extrêmement important. Mais dans la vente, moins. Oui, on peut avoir une clientèle qui est en attente de ça, mais la plupart du temps, les gens sont là pour prendre du plaisir, déguster un vin et s'amuser et en parler un peu. On y va ? Ouais. Il y a une idée reçue qu'on entend souvent, c'est qu'un vin cher, il est forcément meilleur. Est-ce que c'est vrai ? Non, vraiment pas. Il y a une partie spéculation dans le monde du vin qui est extrêmement importante et les vins qui sont extrêmement chers, pour une bonne partie du pourcentage du prix, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Donc des raretés absolues qui sont demandées aux quatre coins du monde, forcément le prix va exploser. Bien sûr. Mais c'est pas pour autant que ce sera un vin qui sera meilleur qu'un autre vin qui sera des fois 100 fois moins cher. D'accord. Donc il y a, c'est vrai, des très grands vins qui sont très chers, Bien sûr. on est d'accord, mais on a aussi des très grands vins qui sont pas assez chers. Ouais. Et c'est le cas pour les vins suisses. Enfin, c'est mon avis. Il y a vraiment des vins de très grande qualité en Suisse. On a une rareté aussi dans les vins suisses. Et pour beaucoup, ils sont pas assez chers. Je pense souvent à l'exemple de la Syrah. C'est un cépage qu'on connaît, qui est très connu dans la vallée du Rhône. Donc en France, on va avoir notamment ces côtes rôties, où aujourd'hui, on ne peut pas avoir une côte rôtie en dessous de 80 €, grosso modo. Ça peut monter bien sûr au-delà. Si on vient en Valais, on a des terroirs à Syrah qui sont extraordinaires. On a des Syrahs qui sont stratosphériques, vraiment en termes de qualité, et qui vont être autour des 30 francs. Et là, il n'y a rien d'autre à dire. Mais je trouve ça super intéressant que tu le dises parce que il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur le vin suisse et j'ai été épatée de voir le nombre de messages de Suisses dans les commentaires qui disaient le vin suisse, il est pas bon et il est cher. Et j'ai trouvé ça super dur, quoi. Oui. Ouais. Donc Oui, je trouve ça super intéressant parce que non, le vin suisse, il n'y a pas de mauvais vin suisse, vraiment. Ouais. Il y a... Alors, l'entrée de gamme, on oublie en Suisse, c'est clair. Les vins qui sont en dessous de 15 francs, voilà, on ne peut pas rivaliser avec les pays voisins, l'Italie, la France. On va forcément avoir des meilleurs rapports qualité-prix dans cette gamme de prix-là. Par contre, passer les 20-30 francs, là, on rentre dans le haut de gamme et on a les vins haut de gamme les moins chers du monde en Suisse. Et ça, c'est incroyable. Tout amateur de vin qu'on est, on tend vers ces produits-là. Et aujourd'hui, les vins suisses sont extrêmement accessibles par rapport à des vins haut de gamme dans d'autres pays. Voilà, avec l'exemple de la région de la Côte-Rôtie avec la Syrah, c'est très parlant. Vraiment, les niveaux sont similaires, voire parfois on Valais, ils n'ont pas à rougir. Le vin rouge doit se boire à température ambiante. Non. Alors, il y a le terme chambré qu'on utilise pour le vin rouge. Il faut remettre dans le contexte, chambré, c'est plutôt frais. En fait. Oui, parce qu'on parle peut-être d'une époque où il faisait 18 degrés dans les pièces. On ne se chauffait pas de la même manière. Voilà. Là, on est au coin du feu, il fait là, il fait 45. Voilà. Mais dans les chambres, il fait beaucoup plus froid. C'est des pièces qui ne sont pas chauffées. Donc, en fait, le chambré, ça vient de cette température de chambre. Bien sûr. Et puis après, il y a différents styles de vin rouge avec des températures qui vont aussi s'adapter au style. Si on a des vins qui sont plutôt légers, avec moins de tanin, ou plus structurés, on ne va pas aller dans les mêmes températures. D'accord. Et puis après, c'est le goût du client aussi qui prévaut sur tout ça. C'est des questions d'habitude. Il y a des gens qui vont préférer boire les vins rouges un petit peu plus frais et d'autres qui vont préférer les laisser se réchauffer. Le mieux, c'est de servir un tout petit peu en dessous. Et puis, voilà. Ça se dans le réchauffe. tir, ça se réchauffe. Surtout que souvent, les gens prennent à la main le verre. Oui, alors ça, c'est à éviter. Ça réchauffe. Ça réchauffe d'autant plus le vin. Le vin blanc, ça n'est pas fait pour se conserver, ça ne se garde pas. Oh, grosse erreur. Non, il y a des très grands vins blancs, des vieux millésimes de vin blanc. Je pense, puisqu'on parle des vins suisses au Chasselas,
des vieux millésimes de Chasselas, mais qu'est-ce que c'est bon, c'est vraiment fabuleux. Ça peut aussi, pour ceux qui n'ont pas encore jamais eu l'occasion d'en goûter, être l'occasion des inviter à le faire. On peut pas, quand on ne connaît pas forcément le Chasselas, on n'imagine pas que c'est un cépage qui peut vieillir. Oui, c'est vrai. Au contraire, c'est un cépage vraiment de garde. Et quand il est sur des terroirs comme la région de Lavaux, des Désalais, voilà, on a cette minéralité, ces amers minéraux qui vont vraiment donner de la profondeur au vin. Ils vieillissent très très bien. On part sur des arômes mielés, de cire d'abeille, c'est fabuleux, vraiment. Non, ça se garde. Oui, c'est ça, c'est surtout ça, je crois. C'est surtout la quantité. Mais on peut passer du blanc au rouge dans un repas ou même voilà, au quotidien, pourquoi pas. Aujourd'hui, on n'est pas forcément dans cette... voilà, faut pas rester arrêté sur derrière un blanc, faut un rouge ou derrière le rouge, on peut pas aller sur un blanc. Il peut y avoir des blancs qui vont être plus puissants que certains rouges et vice versa. Donc on peut aller de l'un à l'autre. Le tout, c'est de trouver le bon tempo et puis avoir aussi le bon suivi. Bien sûr. Et puis la grande règle dans les accords et dans ces dégustations, ces longues dégustations, c'est que le vin qu'on vient de déguster ne doit pas nous faire regretter celui d'avant. On doit toujours aller vers quelque chose de plus waouh jusqu'à... Mais après, ce qui est terrible, c'est bon, à partir du moment où on boit quand même un peu, c'est qu'on se dit des grands vins à la fin, ça fait mal quand même, une fois qu'on a bu. Faut pouvoir s'en rappeler le lendemain. C'est mieux. Mais je pense qu'on a tous eu des soirées où un peu motivés, allez, on ressort cette bouteille, puis j'ai une pépite et on sort une bouteille et le lendemain, oh non, ah non, j'ai ouvert ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les caves devraient se fermer dans ces moments-là, qu'on ne puisse pas sortir les grandes bouteilles. Oui, il faut les cacher ces bouteilles-là, mais vraiment bien. Comme le téléphone. Le vin bio ou le vin naturel est forcément meilleur pour la santé? Je dirais oui, dans l'ensemble. Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que les vins bio, on a des réglementations en termes de production des raisins qui vont limiter l'utilisation de pesticides, d'intrants dans les vignes. Donc déjà, pour l'environnement, pour les gens qui habitent autour de vignobles, oui, pour leur santé, c'est quand même mieux si vous êtes à côté d'un vignoble qui est traité en bio qu'un vignoble qui va être traité en conventionnel avec des produits systémiques. Et puis ensuite, pour le consommateur, dans les vins nature, l'absence d'intrants, ça va aussi limiter, ça peut être aussi un petit peu mieux pour la santé. On tire en ce moment à vue sur le sulfite, mais il faut le rappeler que le vin sans sulfite n'existe pas. Voilà. C'était justement parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens qui pensent qu'en fait, par exemple, on va dire le rouge, ça donne mal à la tête parce qu'il y a du sulfite. Mais en fait, il y en a dans tous les vins. Il y en a dans tous les vins. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant la fermentation alcoolique, on a un dégagement naturel de sulfite. Donc, quand on passe à l'analyse des vins, même s'il n'y a pas eu d'intrants, on va retrouver cette molécule. Et même des fois, c'est très rigolo, on va avoir des vins qui sont nature. Donc, le vigneron n'a rien à rajouter, vraiment. Et on a des sulfites qui vont être plus hauts que sur certains vins qui sont sulfités. Ce qui va être différent, c'est l'ajout de sulfite. Donc on va avoir un ajout qui sera artificiel ou pas. D'accord. On peut avoir sur les étiquettes marqué sans ajout de sulfite. Mais il y aura toujours marqué contient des sulfites. Par contre, on oublie que dans la nourriture qu'on mange au quotidien, il y a énormément de sulfites. Et le produit le plus sulfité que j'ai croisé, c'est les abricots secs. Quand ils sont orange c'est vrai, les fruits secs, j'avais entendu. Vous avez une quantité de sulfite qui est monstrueuse pour qu'ils restent orange fluo. Les abricots sans sulfite, ils vont être marron, noir. C'est tout de suite moins sexy à l'œil, moins appétissant. Moins appétissant, mais il n'y a pas de sulfite ajouté. Et l'objectif des sulfites, il est purement esthétique sur ces abricots. Alors, je ne vais pas tirer sur les abricots non plus. Non, mais c'est bien de le dire. Dans le vin, en moyenne, on en a quand même moins que sur certains produits qu'on mange et on n'en a pas forcément conscience. Donc le sulfite, c'est un allergène pour certains. Ça peut être très handicapant pour les gens qui sont intolérants au sulfite. Mais quand les gens sont intolérants au sulfite, ils évitent déjà ces produits-là avant de s'interdire le vin. Le bouchon de liège, c'est un gage de qualité? Pas du tout. Non, c'est juste un bouchon. C'est ça. C'est juste un bouchon. Et c'est vrai que nous, dans notre culture, on est très attachés au liège. On imagine la gestuelle, en fait, d'enlever, c'est plus joli que le bouchon qu'on dévisse, quoi. C'est ça, c'est culturel, purement culturel. Vous allez, faites un pas de côté, allez en Australie, il y a des vins qui se vendent à plus de $300, c'est des capsules. C'est bizarre, Et pour nous, ça paraît bizarre, pour eux, c'est totalement normal. C'est ça. Et finalement, le liège... C'est même moins risqué, finalement, parce que le liège, il peut y avoir la maladie... Le goût de bouchon. Exactement. Ouais. Sur un vin qui va être fermé capsule, vous n'avez pas de risque de goût de bouchon. Donc, si on regarde ça d'un point de vue scientifique purement, la capsule, c'est mieux. C'est plus safe. Et aujourd'hui, en plus, la technologie fait qu'on a des capsules qui peuvent s'adapter, permettre des micro-bullages, des micro-oxygénations au vin. Permettre de mieux le faire vieillir, finalement, exactement. de le conserver.
On est à un niveau de technologie sur les capsules qui, voilà, on peut se passer de bouchon liège. C'est pour les puristes que ça doit être très difficile. Oui, pour nous, ouais. c'est très dur. On Ouais, n'arrive pas à ouais, s'en passer ouais. de notre bouchon et de Ouais. ce geste Ouais. d'ouverture. Non. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un domaine qui s'appelle Penfold Grange. Donc, c'est un vin qui est très, très cher. C'est vraiment le Pétrus, on va dire, de l'Australie, qui est vendu très cher. Ils font 2 mises en bouteille. Enfin, il y a des bouteilles sur le marché indigène qui vont être en capsule, vendues à voilà, 300 $ et plus, et des bouteilles qui partent à l'international. Et pour l'Europe, on va retrouver le bouchon en liège sur ces vins. Ah, c'est drôle. Ouais. C'est drôle. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Ils ont raison. Oui. On doit boire du rouge obligatoirement avec le fromage. Non, surtout pas. Non, faut boire du blanc. non, le rouge avec le fromage, ça va proscrire. C'est trop tannique, c'est ça, Alors déjà, il y a les tanins avec notamment les pâtes à croûte fleurie. On va avoir, il peut y avoir des sensations un peu métalliques et un peu désagréables. Et puis le vin blanc, il est beaucoup plus hybride. Sur une assiette de fromage, on peut passer du fromage de chèvre frais au bleu qui va être un peu plus riche, plus salé, à des fromages voilà, comme des gruyères qui vont… des pâtes dures. Voilà, des pâtes dures qui vont apporter des notes un peu plus peut-être caramel, je pense au gruyère caramel. Donc sur une assiette de fromage comme ça avec une telle diversité, le blanc, il a vraiment cette capacité caméléon à s'adapter à tous ces styles de fromage. Et avec les blancs, on peut faire des accords fabuleux. Et le mieux, si on choisit le fromage, c'est d'aller sur des fromages très salés, comme des bleus voilà, vraiment forts, avec en parallèle un vin sucré. Et là, c'est fantastique. Sur les accords, c'est génial d'apprendre plein de trucs comme ça. Ça me donne envie de te poser 1 milliard de questions, mais le podcast va durer 80 minutes. Quoi. Ça va être, donc, faut que je me calme. Du coup. Voilà, c'est ça, il faut en faire plein. Est-ce que c'est vrai qu'il faut absolument carafer le vin rouge? Non. Non, le carafe, alors il y a 2 types de carafes, de passage en carafe. On va avoir la décantation et le carafage. C'est déjà 2 approches très différentes. La décantation, c'est plus pour les vins rouges, puisque l'idée de la décantation, c'est de laisser les dépôts au fond de la bouteille et de récupérer le vin sans dépôt pour pouvoir l'apprécier sans qu'il y ait les dépôts dans le verre. Là, souvent, c'est des vins qui ont déjà un certain âge, qui peuvent être un peu fragiles. Donc, on a des carafes qui vont être plutôt refermées, resserrées. Le but, c'est pas de leur donner de l'oxygène plus que ça. Le risque, c'est de les casser. En fait, si on donne trop d'oxygène, on perd l'aromatique. On a des vins qui vont être très courts en bouche. Enfin, voilà, on prend un risque. Mais l'aération, le carafage, son but, ça va être de l'aérer. C'est là où on a des belles carafes qui sont très larges, où le contact avec l'oxygène va être très important. Ça peut être sur des vins jeunes, hein, des vins blancs comme rouges, des vins qui ont besoin de prendre un petit peu d'oxygène pour s'ouvrir, pour sortir libérer les arômes. Libérer les arômes, exactement. Donc, on va utiliser le carafage plutôt dans cette dimension, mais aussi bien sur des blancs que sur des rouges. Je m'arrête là parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On va parler du coup de ton aventure avec ton mari, oui. Puisque vous faites votre vin. Oui. Le domaine des Ourobords. Raconte-nous. Eh bien, mon compagnon n'était pas du tout dans le monde du vin quand je l'ai rencontré. Et il aimait le vin hein, quand même. C'est peut-être un critère déjà. Non, mais oui, tu l'aurais peut-être pas choisi. On s'est rencontrés et puis lui pas du tout dans le monde du vin. Et puis je pense petit à petit, je lui ai peut-être transmis la fibre et du vin et aussi de l'entrepreneuriat peut-être. Mais petit à petit, en tout cas, il s'est détaché de son métier d'origine. C'est quelqu'un voilà, qui a un bagage dans la chimie qui est important, une compréhension de ce qui compte quand même pour le coup aussi. Qui du coup est extrêmement important et dans la compréhension de comment faire du vin, voilà, la chimie du vin, c'est un élément qui est très très important. Derrière ça, il a fait un BTS en viticulture-œnologie. Donc il a travaillé dans des domaines en Suisse, en Valais et puis en Suisse romande. Donc on a décidé de changer de vie. On est allé s'installer en France voisine, donc on est dans le Jura français. Depuis 2023, on a un domaine viticole. Chose qui n'est pas simple, hein. Quand on est arrivé, on en a parlé, voilà, on discutait avec des vignerons, ils nous ont dit bon courage. Parce qu'en fait, en Jura, on va avoir moins de 2000 hectares de vignes, donc c'est vraiment minuscule et il y a plein de vignerons qui souhaitent s'installer. Et il y a des vignerons installés qui souhaitent s'agrandir parce qu'il y a une demande forte pour les vins du Jura. Donc, il y a vraiment le souhait de faire évoluer ce vignoble, de faire grandir. Mais du coup, quand on arrive un peu de l'extérieur, c'est difficile de trouver des vignes. Vraiment, très compliqué. Donc, on a petit à petit réussi à avoir voilà, quelques arts par-ci, quelques arts par-là. Et puis voilà, en 2023, on n'avait vraiment pas grand-chose en termes de superficie. Donc, on a fait quand même du vin, on a fait du négoce à côté, on allait acheter du raisin. Donc, tu es aussi négociante en vin. On peut te rajouter cette casquette-là. Après 2024, on avait un parcellaire plus important, mais on a gelé. On a perdu 90% de la production. C'est énorme. Donc, autant dire qu'on a fait chou blanc quasiment sur cette année.
Donc voilà. Donc là, 2025, on croise les doigts pour qu'il y ait du raisin à récolter dans les vignes et qu'on puisse enfin faire du vin comme on l'entend. Et qu'est-ce que vous allez faire comme vin? On a envie de faire plein de choses. Alors ça, c'est pas les idées qui manquent, clairement. On a envie de faire des essais aussi, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On a aussi envie de mettre en avant les cépages autochtones. Nicolas Julien a envie de développer aussi tout ce qui est vignes interspécifiques, les piwis, comme on les appelle. Donc des cépages qui vont être naturellement résistants aux maladies, puisque d'un point de vue philosophique, on n'a plus envie d'apporter des traitements dans les vignes. On a une petite fille aujourd'hui, on pense aussi à cette génération. Quelle terre on va leur laisser. Et, si on prend de l'avance et qu'on regarde en arrière, on se dit, on n'a pas envie qu'elle nous dise dans 30 ans, mais vous mettiez des traitements dans les vignes, vous avez participé à ça. On essaye de faire des vins nature de qualité. Voilà, le gros challenge est là aujourd'hui, c'est de faire des vins nature. Bon, c'est bon, tu es là pour tester, tu es là pour quand même voir si j'essaye de l'accompagner et de déguster, mais c'est vraiment pas du tout, c'est un exercice qui est très difficile. Même si je déguste beaucoup au quotidien, déguster les vins de son compagnon, de son chéri, puis lui dire ce qu'on en pense, c'est pas forcément évident. C'est génial comme aventure, donc c'est vraiment tout dans le vin. Oui, tout vin, de A à Z si on veut, j'essaye, voilà. Il n'y a que l'aspect commerce aujourd'hui que j'ai un peu moins, quasiment plus. Le contact avec le client, peut-être qu'il peut me manquer par moment. Mais bon, je ne m'ennuie pas, il y a plein de choses. Ça va revenir quand vous allez vendre le vin. Exact, voilà, ouais, c'est possible. Je te souhaite plein de succès en tout cas, Yana, merci beaucoup. Merci à toi. Je peux dire déjà que les sommeliers suisses romans ont de la chance de t'avoir comme ambassadrice parce que tu donnes envie en tout cas de découvrir le métier et c'est vrai que tu dépoussières un peu l'image qu'on peut avoir parfois des sommeliers, donc pour ça bravo. Puis nous on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de La Goutte, bien sûr le podcast que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, en vidéo sur YouTube et puis bien sûr n'hésitez pas à vous abonner sur les comptes Instagram et TikTok de La Goutte. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Yana, je te remercie beaucoup. Merci pour ton accueil.